Bonjour et bienvenue dans Ces meilleurs taux. Nous allons nous poser aujourd'hui une question essentielle en cette fin d'année. Oui, je sais, il fait froid. Comment réduire ses impôts? Ces meilleurs taux, c'est l'émission de la communauté Meilleurs Taux, une communauté de 3 millions de personnes, 3 millions de personnes qui sont en contact avec nos équipes pour des crédits immobiliers, des regroupements de crédits, des assurances, des fournisseurs d'énergie et bien évidemment pour leur placement. Je dis bien évidemment parce que je suis Marc Fiorentino, je suis le cofondateur de Meilleurs Taux Placement. Cette émission, nous l'avons conçue pour vous. Elle n'a qu'un objectif, vous permettre de reprendre le contrôle de votre argent grâce aux tuyaux, j'ai pas peur de le dire, de nos meilleurs experts du groupe. Pour cette nouvelle émission, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir 4 de nos meilleurs experts. L'énergie est au cœur de l'actualité de cette année, vous en êtes rendu compte, cette année qui vient de s'écouler, et elle, eh bien, elle est au cœur du sujet qui est au cœur de l'actualité. Alors, on ne pouvait pas faire mieux. Adeline Jubert, je suis très content de vous rencontrer. Merci. Bonjour, merci d'être venue. Vous êtes directrice du pôle énergie de Meilleurs Taux. On a 10 000 questions à vous poser. J'espère que vous êtes prête. Je suis là pour y répondre. Il a le placement qu'il vous faut quand il vous faut et en cette période particulièrement agitée. C'est essentiel. Stéphane Dequelen, bonjour. Vous êtes le directeur général de Meilleurs Taux Placement. Bonjour Marc. Vous avez le placement de fin d'année qu'il nous faut? Toujours. C'est le défenseur de votre pouvoir d'achat. Vous le connaissez, il est partout. France 2. Il fait de la concurrence à Maëlle, d'ailleurs. Elle commence à se plaindre. Elle trouve qu'on. J'essaye de lui piquer sa place. Ouais, elle trouve qu'on vous voit un peu trop. Il se bat tous les jours pour que vous ne soyez plus les pigeons de service. Maxime Chipoy, vous êtes le président de Moneyvox. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour Marc. Des millions de ménages consultent votre site et lisent votre newsletter quotidienne. Bravo. Tout à fait. Merci. Éric Giraud, lui, bon. C'est une légende, hein, président de Meilleurs Taux Placement, un des pionniers. Je ne sais pas si, quand je l'écris, je me dis, je devrais arrêter de dire, parce que ça fait vraiment. On a l'impression qu'on est deux vieux cons. C'est un des pionniers de l'épargne en ligne et il nous éclaire régulièrement dans des webinaires sur sa vision du placement. Bonjour Éric. Bonjour Marc. On va avoir besoin de votre sagesse. Alors, quand on arrive en décembre, il y a 3 sujets importants. Je vais vous les donner par ordre d'importance. Les menus des repas de fête, la destination des vacances et la défiscalisation. Et oui, en décembre, c'est la dernière ligne droite pour vous. Pour tous ceux qui se disent « Waouh, je vais payer tout ça d'impôts, il faut que je le réduise. » Et nous sommes là pour vous aider à le faire intelligemment. Je dis bien intelligemment. Et on va en parler tout de suite avec Maxime, parce que chercher à réduire ses impôts juste pour réduire ses impôts peut mener à des choix dévastateurs. Maxime, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, qui est de dire « Ne faites pas n'importe quoi », parce que sous couvert de défiscalisation, il y a eu des gros scandales les dernières années, on en parlera quelques secondes. Vous nous dressez juste un tout petit peu le tableau de ce qui existe encore en matière de défiscalisation, est-ce qu'on peut encore utiliser à quelques jours de la fin d'année? Alors oui, tout à fait. Vous avez encore jusqu'au 31 décembre à 23h59 pour défiscaliser. Et pour une fois, la règle est relativement simple, puisque vous pouvez globalement défiscaliser à hauteur de 10 000 euros par an. Donc enlever de votre feuille d'impôt 10 000 euros par an. Ça comprend pas mal de choses, puisque vous pouvez typiquement enlever la nounou de vos enfants, enfin défiscaliser une partie des revenus de la nounou des enfants, votre femme de ménage, mais aussi, par exemple, les investissements que vous avez faits durant l'année sur, par exemple, sur de l'immobilier, du Pinel, des choses comme ça. Donc il y a le plafond général. Dans ce plafond général, c'est un peu fourre-tout. Hein. C'est un peu fourre-tout, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. À hauteur de 10 000 euros, mais évidemment on est en France et quand il y a des règles, il y a des exceptions et donc vous avez également des placements un peu plus particuliers qui peuvent vous amener à défiscaliser un peu plus, jusqu'à 8 000 euros de plus. C'est typiquement tous les investissements que vous pouvez faire dans les DOM-TOM, on dit maintenant les DROM, départements et régions d'outre-mer. Donc le Pinel Outre-mer, les investissements dans les entreprises d'outre-mer, ça se défiscalise et ça peut s'ajouter en plus des 10 000 euros. Et puis les investissements notamment dans le cinéma, les Sofica, qui eux aussi sont défiscalisés. Et puis vous avez aussi des placements qui sont pas soumis à des limites ou alors des limites vraiment très hautes. C'est typiquement le cas du plan d'épargne retraite. Ah, j'en vois deux qui frétillent. Là, vous êtes sur leur territoire. C'est la transition. Non, ça, il faut pas toucher à leur territoire. Je m'arrête là. Les écueils, souvent, je vous ai entendu et je vous ai lu alerter dans Moneyvox, dans les newsletters, dans les médias, sur un peu les écueils, les produits à éviter, parce que sous couvert de faire des défiscalisations, en fait, on se fait parfois avoir. Oui, la règle de base, c'est de ne pas chercher à défiscaliser pour défiscaliser. Quand on fait un investissement défiscalisant, il faut avant tout que l'investissement soit bon. Et après, on voit s'il y a des impôts en moins, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que par le passé, notamment
sur les affaires d'investissement immobilier. Il y a eu pas mal de scandales sur du Robien, du Cellier, qui étaient vendus dans des villes où en fait il n'y avait pas de besoin immobilier. Et les gens se sont retrouvés avec des logements qu'ils avaient payés assez cher, puisque quand il y a des fiscalisations, certains professionnels ont aussi envie de garder une partie du bénéfice. Ils ont payé ça assez cher, ils n'ont pas trouvé de locataire et au final, ils n'ont même pas pu défiscaliser. Donc il faut vraiment faire très attention à la qualité des biens ou des investissements que vous faites, au-delà de simplement la petite cerise de la défiscalisation. Ouais, dans ce que vous dites, il y a un truc qui est très important. Vous dites investissement de défiscalisation, et dans investissement de défiscalisation, il y a investissement. C'est avant tout investissement. Voilà, c'est ça la clé, non? Si l'investissement est pourri, la défiscalisation ne vaudra pas le coup. Donc regardez avant tout là où vous mettez votre argent, et après, si en plus il y a la défiscalisation, tant mieux. Ouais, ça, c'est très important. On a des idées déjà, là, en décembre, de ce qui va changer l'année prochaine en matière de fiscalité? Alors, pas énormément de choses. Le gouvernement essaye d'être assez stable là-dessus. Il y a deux questions qui se posent. Bon, alors, on ne parle pas forcément d'impôt sur le revenu, mais il y a évidemment la taxe d'habitation qui a été supprimée. Vous avez tous vu déjà cet hiver que la taxe foncière a pas mal augmenté. Et puis la deuxième question qui se pose chaque année sur la défiscalisation, c'est aussi le niveau de défiscalisation de certains produits. Typiquement, les produits, quand vous investissez dans des entreprises, en ce moment c'est 25%, mais c'est des exceptions qui sont à chaque fois concédées par la Commission européenne et qui doivent être renégociées par la France chaque année. Donc on ne sait pas si en 2023 on pourra défiscaliser à 21%, qui est la règle de base, ou à 25%, qui est le petit bonus que la France a réussi à obtenir ces dernières années. Donc on est dans des changements à la marge, on ne va pas s'attendre, Voilà. Il n'y aura pas une Non, révolution globalement, fiscale on est prochaine. quand même sur de la stabilité. Stéphane, vous nous proposez de faire coup d'eau, c'est-à-dire vous nous proposez, alors, on vient de le dire, hein, investissement de défiscalisation. Vous nous dites ce qu'on peut faire, on peut à la fois préparer sa retraite, et ça c'est un vrai investissement, et à la fois réduire ses impôts. Vous nous expliquez? Alors il faut le faire. Le plan d'épargne retraite qui existe maintenant depuis 3 ans a été mis en place pour remplacer les précédents dispositifs type Perco, Préfonds, article 83, exactement, tous ces trucs-là. qui avait Maintenant. bon, c'était intéressant, mais qui avait un inconvénient majeur, c'est que vous aviez un blocage de l'argent jusqu'à votre départ à la retraite, et Sans aucune condition, c'est-à-dire il pouvait se passer n'importe oui, quoi. enfin, si, il y avait quand même les décès du conjoint. Et Oui. voilà. Mais une fois que vous arrivez à la retraite, la rente viagère était obligatoire, c'est-à-dire pas possibilité de récupérer son capital. La rente viagère, par définition, c'est que vous avez un revenu par mois tout au long de votre vie, et c'était perçu par les investisseurs comme Les peu Français intéressant. détestent, hein. Ils détestent ça. Ah, ils détestent ça. C'est mon argent, j'ai envie de pouvoir le récupérer si j'ai envie. Et puis vient la loi Pacte. Vient la loi Pacte, le plan d'épargne retraite, qui permet aux investisseurs de préparer leur retraite et donc de se constituer un complément de revenu ou de capital pour la retraite. Voilà. Même dispositif en cours de durée du contrat, c'est-à-dire c'est bloqué sauf accident de la vie, avec une grande nouveauté, Ah oui. c'est que vous pouvez retirer l'argent pour l'achat d'une résidence Ça, principale. c'est essentiel. C'est C'est un essentiel. game changer. Ce qui fait que, excusez-moi, je vous interromps, mais ce qui fait que le plan d'épargne retraite, ça peut être un produit pour des jeunes. C'est pas un produit pour des gens qui sont à 2 ans de la retraite. Indubitablement, et c'est ce qui a, ça nous a C'est ce permis de voir concrètement que les investisseurs ont rajeuni. Entre 2020 et 2021. Le nombre de trentenaires, c'est-à-dire entre 30 et 39 ans, qui ont pris un PER, investi un PER, a augmenté de 20%. Enfin, Ah oui, donc c'est c'est énorme. considérable. D'accord. Et donc, une fois que vous êtes à la retraite, vous pouvez sortir en capital ou en rente viagère, mais c'est au choix. Et vous pouvez sortir au fur et à mesure votre capital, par fraction, ou tout d'un coup. Bon, enfin, vous êtes libre, quoi. on est C'est-à-dire, libre. un peu, enfin, je fais un peu le parallèle des contrats d'assurance vie. À un moment, vous récupérez votre mise, on vous dit pas ce que vous devez faire. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Et donc, Marc, vous me parliez effectivement de préparer sa retraite, mais Ouais. aussi de défiscaliser. Voilà. C'est l'intérêt de ce placement, c'est que vous allez pouvoir, tout l'argent que vous mettez sur votre plan d'épargne retraite vient en déduction de votre revenu imposable. D'accord. Donc, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes sur un revenu annuel de 50 000 euros. Ouais. Grosso modo, vous allez avoir une imposition sur le revenu de 9 000. Mhm. Vous mettez 5 000 euros sur votre PER, vous allez déclarer non pas 50 000 euros, mais 45 000 euros de Revenu. revenus fiscalisables, et votre fiscalité sur l'impôt sur le revenu va tomber à 7 500 euros. Économie directe pour l'investisseur, 1 500 euros. D'accord. D'accord. Et là, comment on sait ce qu'on peut... Parce qu'il y a des plafonds. Hein. Il y a un plafond de 32 900 euros ou 10% des revenus.
D'accord. Et ça, en fait, Par ce an. qui est très simple, Par an, oui, bien sûr. On le retrouve dans la... et ce qui est très simple, c'est ça, hein, c'est qu'en fait, ce chiffre-là, on n'a même pas besoin de le chercher ou de le calculer, on le retrouve sur sa déclaration. Directement sur sa déclaration, et c'est pour ça, là on est en décembre, Ouais, il bah, faut c'est vraiment ça. s'y intéresser, parce que si on peut épargner évidemment, et qu'on souhaite préparer sa retraite, il faut vérifier qu'on on a bien utilisé toute la possibilité que l'on a de défiscaliser. Alors, il faut juste donner, pour être tout à fait transparent et dire la réalité, c'est-à-dire il y a une défiscalisation à l'entrée, mais il y a une refiscalisation à la sortie. En fait, on joue sur le différentiel de taux de fiscalité, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'aujourd'hui, au moment où on met son argent pour la retraite, Oui. ben, on est généralement fiscalisé dans les tranches les plus élevées, et qu'à la retraite, on va être fiscalisé dans les tranches les plus basses, c'est ça? C'est exactement ça. Les revenus ou l'argent que vous allez retirer au moment de la retraite va être fiscalisé de la manière suivante. Ce qui est du capital, c'est-à-dire ce que vous avez versé, ce sera donc soumis à l'imposition sur le revenu. Et les plus-values, elles, c'est la flat tax, donc c'est 30%. Donc en fait, le différentiel va se faire. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas, la tranche marginale la plus élevée au moment où vous investissez à la retraite, en moyenne, les salariés du privé perdent 50% de leurs revenus. Donc votre fiscalité va être adaptée sur 50% Évidemment. de vos revenus. Donc vous allez forcément avoir un taux d'imposition moins élevé que lorsque vous avez versé. Et comme vous l'avez dit Marc, c'est ce différentiel qui vous permet d'avoir un avantage sur le plan d'épargne retraite. Bon, ça c'est, on va dire, les principes généraux, hein, merci, vous les avez très bien expliqués. Quelque part, les tuyaux, quoi, combien il faut verser, à partir de quand il faut s'y mettre, est-ce que c'est vraiment, ok, vous dites, oui, les trentenaires y vont, est-ce qu'on conseille à des trentenaires d'y aller, ou est-ce qu'on dit, non, attendez 45, 50 ans, qui doit y aller, combien ils doivent verser et après on parlera des bons plans et des pièges à éviter, mais déjà, c'est quoi votre conseil à vous, Stéphane? Si on veut avoir de bonnes performances et se constituer un capital important, il faut s'y prendre tôt parce que ça demande du temps. Si vous voulez par exemple mettre des actions dans votre plan d'épargne retraite, vous n'allez pas faire ça sur 3 ans, donc vous n'allez pas le faire 3 ans avant votre départ à la retraite. Plus vous commencez tôt, plus vous allez pouvoir bénéficier de ce que le temps offre en placement, c'est-à-dire d'atténuer les aléas des marchés. Donc nous, on conseille pour les investisseurs de commencer peut-être modestement à la trentaine ou même avant, mais commencez à préparer sa retraite parce que de toutes les manières, lorsque vous serez à la retraite, vous pourrez récupérer votre capital. C'est ça. En revanche, Et avant, vous l'avez Même dit. avant, oui. En Et cas- avant, en bah cas- oui, parce que en si cas on de est départ. trentenaire, on va sûrement faire une acquisition, on peut faire une acquisition à résidence principale, et là vous dites si on a besoin de l'argent, on le récupère, c'est ça? exactement, sauf ne mettez pas d'argent sur le PER si c'est de l'argent dont vous avez besoin dans 1 an, dans 2 ans, ce qu'on évidemment. appelle l'épargne de précaution. Vous avez raison. Mais pour la retraite, C'est un il faut y produit aller long le plus tôt terme. possible. Oui, c'est un produit tunnel de long terme. Mais bon, il y a pas de Bon contrainte plan de et façon. piège. Bon plan et piège. Qu'est-ce qu'on conseille? Bah, déjà, on conseille de pas. Il faut regarder les frais. Bah oui. On parle des frais à chaque fois, mais c'est vrai. On regarde les frais d'entrée. Sur un PER, franchement, il n'y a pas besoin de frais d'entrée. C'est comme pour l'assurance vie. Il n'y a pas besoin, sauf qu'il y a des banques qui vous disent bah, c'est ça, donc il faut aller sur Internet. Il y a la CPR et la Banque de France, ainsi que 60 millions de consommateurs l'année dernière qui ont tiré la sonnette d'alarme parce que les frais étaient beaucoup trop élevés sur les PER, 3% en moyenne à l'entrée, sensiblement supérieur sur les frais de gestion, alors qu'il n'y a aucune justification par rapport à l'assurance vie. C'est quasiment la même chose en termes de fonctionnement. Donc il faut regarder les frais, pas droit d'entrée, des frais de gestion limités entre 0,5 et 0,80, mais pas plus. Et regardez ce qu'on peut acheter à l'intérieur. Il faut un beau panel de produits où on va retrouver des actions, des obligations, de l'immobilier. Parce qu'on rappelle quand même, c'est qu'une enveloppe. En fait, le PER, c'est une enveloppe fiscale. Et dedans, on met ce qu'on veut. Moi, j'appelle ça une boîte à outils, mais c'est pareil. Ouais. Vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez en termes d'outils d'investissement et regarder s'il y a des bons produits, des produits bien gérés, des produits diversifiés qui vont vous permettre de faire un choix éclairé et d'avoir un bon rendement pour votre retraite. Maxime, vous avez souvent alerté, vous, hein, sur les dangers, vous, dans Monevox, et Ouais, tout à fait. principalement sur les frais. Hein, vous. Oui, en fait, le marché du PER, la réforme n'est pas vieille, hein, elle a quoi, 2 ou 3 ans 3 maintenant ans, 2010. 3 ans. On constate sur les PER les mêmes dérives celles qu'on constate depuis des décennies sur les assurances vie, c'est-à-dire que beaucoup de PER sont malheureusement vendus par les banques du coin de la rue, qui ont une belle proximité avec le client, mais qui leur vendent des produits qui sont très très chargés en frais. Et au final, c'est des frais que les gens vont payer pendant plusieurs décennies potentiellement. Donc ça va leur coûter très cher à la fin. Alors que sur Internet, vous avez des contrats qui sont sans frais, qui généralement ont des meilleures performances. D'ailleurs, juste une précision, un autre avantage du PER et de la réforme, c'est qu'on peut aussi domicilier, centraliser sur un PER l'argent qu'on avait précédemment sur un PE ou sur plusieurs PE. Voilà, vous êtes un salarié d'une entreprise plutôt de belle taille. Très souvent, vous avez un PE. Quand vous quittez l'entreprise, vous l'oubliez.
il y a des frais qui sont prélevés Ça, dessus une c'est fois que très vous quittez intéressant. l'entreprise. Il vaut mieux les centraliser dans un PER et plutôt un PER sans frais. Ça, c'est tout bénéfique. Et Eric, on peut aussi transférer, on parlait de tous ces anciens produits là. Absolument, divers, c'est aussi la possibilité de transférer tant ces PERP que ces contrats Madelin ou Préfond. Ça, Si c'est on un va avantage vous voir énorme. avec Stéphane, ça vous en occupez, vous, du transfert? Ah oui, bien sûr. Oui, C'est-à-dire si on oui. a de l'article 83 de la Madeleine, tout ça, et que je viens vous voir et que je vous dis qu'est-ce que je fais de tout ça, vous vous occupez de transfert? Absolument, on s'occupe du transfert. Il faut bien avoir à l'esprit que non seulement ça permet de bénéficier des avantages qu'on vient d'évoquer dans le cadre du PER, c'est-à-dire une sortie en capital, mais ça permet surtout de centraliser en un seul et même endroit son épargne et d'avoir la possibilité de gérer son épargne avec un accès en ligne et autres, plutôt que d'avoir 10 contrats qui en général ne sont pas très actifs. Ouais, c'est plusieurs milliards d'euros qui sont oubliés comme ça sur les Ouais. PE et Qui qui sont fondent oubliés, au fur et à mesure à exact, cause des à cause frais, des frais, exactement. Adeline, c'est décembre. Oui. Même si l'hiver est assez clément, on parle d'énergie, on a parlé d'énergie toute l'année, vous êtes la responsable du pôle énergie, on va parler de fiscalité, mais avant de parler de fiscalité, vous pouvez nous dire ce que vous pouvez faire pour nous et pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi votre activité? Alors effectivement, on a lancé il y a à peu près 2 ans un comparateur des offres énergie, donc que ce soit électricité et gaz chez Meilleur Taux. Alors quand on a lancé, on était plutôt sur une optique de comment payer moins cher avec des offres attractives. Aujourd'hui, on est plus dans comment limiter l'augmentation de sa facture, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des offres, enfin des tarifs d'électricité et de gaz qui ont quand même tendance à flamber. Alors en France, on est plutôt protégé avec le bouclier Avec le tarifaire. bouclier tarifaire. Il va y avoir une hausse qui va avoir lieu à la fois sur l'électricité et sur le gaz en début d'année, donc février et mars. Donc là, nous, on accompagne les clients plutôt pour non pas baisser leurs frais actuels, mais pour voir comment ne pas trop augmenter quand il va y avoir cette hausse en Donc, début c'est d'année quoi, prochaine. Alors ils peuvent comparer, exactement. Et il y a différents fournisseurs? Exactement, donc les clients nous donnent un certain nombre d'informations, on va comparer les fournisseurs avec lesquels on travaille et on va surtout les accompagner pour trouver une offre qui est vraiment adaptée à leur profil. C'est-à-dire ils ont besoin de sécurité, on va plutôt leur proposer un contrat à tarif fixe. Ils sont plutôt intéressés pour avoir des prix qui évoluent. Alors avec les augmentations, on est plutôt aujourd'hui prudent là-dessus, donc on est plutôt quand même orienté vers tarif fixe. On va les conseiller aussi sur, alors il y a des contrats bases, il y a des contrats heure pleine, heure creuse. C'est vrai que les heures creuses, heures pleines, il faut vraiment bien consommer en heure creuse, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc on les accompagne aussi sur comment ils sont chez eux. Est-ce qu'ils sont plutôt là le soir? Est-ce qu'ils sont plutôt là en journée? Est-ce qu'ils télétravaillent? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils ont une voiture électrique? Ça joue aussi beaucoup dans la consommation d'énergie. Voilà, donc on a vraiment aujourd'hui un rôle d'accompagnement au-delà de juste une comparaison de tarifs. On est là, on a des experts qui accompagnent les clients et qui les conseillent. On vous trouve sur le site de Meilleur Taux? Exactement, sur le menu, vous nous trouvez énergie, on peut vous accompagner. Il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler, bien entendu. Alors comme moi j'ai toujours un métro de retard, je pensais qu'il y avait une déduction d'impôt pour la rénovation énergétique. Non. Le gars la personne avec qui je travaille sur le dossier m'a dit comme d'habitude, tu n'as rien compris. Ça fait 10 ans que c'est mort. Non, ça fait pas 10 ans, ça fait 2 ans. Mais il a été dur avec moi. Ouais, voilà. Donc il y avait effectivement un crédit d'impôt pour la transition énergétique qui était présent jusqu'en 2020 et qui a laissé place à la prime Rénov qui a été lancée donc à partir de janvier 2020. Expliquez-nous comment ça marche. Alors la prime Rénov, en fait, c'est donc pas un crédit d'impôt comme le mot le dit, donc c'est une prime qui va venir en déduction finalement de vos frais de travaux. Donc là, c'est adressé à la fois aux propriétaires, aux locataires, ça peut même être pour les copropriétés. La condition, c'est d'avoir un logement qui existe depuis plus de 15 ans, sauf, petite particularité, pour les changements de chauffage au fioul, où là, l'ancienneté du logement est limitée à 2 ans. Et c'est valable pour les résidences principales et secondaires. Et ça concerne l'isolation, le chauffage, la ventilation et l'audit énergétique. C'est-à-dire que si vous habitez un logement dont aujourd'hui on dit un peu passoire énergétique, vous pouvez faire un audit. Et ça aussi, c'est pris en charge par la prime énergie. Donc il y a bien entendu des conditions, conditions de ressources, conditions de structure du foyer, combien de personnes vous êtes, quelle est la localisation, etc. Et donc là, après, il y a un dossier à déposer pour pouvoir bénéficier de cette prime qui va venir en déduction de vos travaux. Donc il faut avancer la somme, bien entendu, payer vos travaux et ensuite vous pouvez collecter la prime. Je suis dans le coup là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, exactement. On compte sur vous pour négocier les tarifs de gaz pour l'hiver prochain. 2023. Oui, je m'y mets maintenant. En Russie là. Non, je Pas vais tout de éviter, suite. mais je vais essayer de négocier au mieux.
mieux. Eric, on a beaucoup parlé avec Maxime, avec Stéphane des placements, en disant attention, il y a eu beaucoup de placements qui étaient un peu des placements pièges. Est-ce qu'il existe d'abord toujours autant de placements de défiscalisation? On a parlé du PER, Maxime a évoqué d'autres sujets. Oui, je dirais malheureusement, parce qu'effectivement, l'importance d'un placement de défiscalisation, la première chose, c'est de le comprendre. Ouais, c'est ça. Et de raisonner principalement à court terme. Or, il y a beaucoup de placements de défiscalisation. Ceux qui ont le plus d'impact, notamment les placements immobiliers, sont bien souvent des placements à très long terme. Or, aujourd'hui, il est quand même compliqué de se projeter, notamment dans une carrière professionnelle, à 15 ans ou à 20 ans. Donc, c'est toutes les problématiques de l'MP où on investissait avec une réduction importante pour avoir une réduction d'impôt dans 20 ans. Bon, et qui malheureusement, notamment pour ceux qui investissent sur des résidences médicalisées, on voit qu'aujourd'hui c'est quand même très 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 compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste en fait? Nous, notre discours, c'est de dire d'abord, il faut faire des choses que l'on comprend et des choses simples et peu engageantes, ou en tous les cas qui n'engagent pas au-delà de ce que l'on met. Allons-y. D'accord. On a été les défenseurs dès le début des produits de défiscalisation sains du type FCPI, FIP, FIP Corse, ou FIP Outre-mer. Pourquoi? Parce que ce sont des placements qui permettent d'avoir une réduction d'impôt. Il y a deux types de placements de défiscalisation. Il y a ceux qui sont en réduction d'impôt, donc en moins sur l'impôt à payer. Vous avez 10 000 euros d'impôt à payer. Vous faites un versement qui vous donne une réduction d'impôt de 3 000. Vous ne payez plus que 7 000. Et ensuite, il y a les placements de déduction d'impôt, ceux qu'on a évoqués avec le PER, qui permettent de déduire de son montant imposable. C'est ce que nous a expliqué Stéphane. Il est certain que ceux qui ont le plus d'impact immédiat, c'est ceux qui ont une réduction d'impôt importante. Et l'intérêt des FCPI FIP, outre le fait d'investir dans des sociétés, des PME innovantes ou de proximité, donc des pépites des PME françaises, cela permet d'avoir une réduction d'impôt qui aujourd'hui est de 25% du montant investi, avec des plafonds. Le plafond pour un couple, il est de 24 000 euros. Ouais, donc, ça fait 6 000 euros de réduction d'impôt. Pour une personne seule, ça va être la moitié, donc 12 000, ça fait 3 000. Bien entendu, ce sont des placements à risque, mais toujours est-il que le risque, il est limité au montant investi. Donc ça, c'est les FCPI. Ok. Vous FCPI. avez évoqué les FIP Corse. Les FIP et FIP Corse. Le FIP, c'est arrivé après, parce que les premiers, en 97, avoir été créés dans le cadre de la loi du trade, c'était les fonds communs de placement dans l'innovation pour aider les sociétés innovantes. Ensuite, il y a eu les sociétés, les fonds d'investissement de proximité, pour permettre d'investir dans des PME régionales, et notamment pour résoudre les problématiques de transmission d'entreprise. Donc là, la contrainte, il n'y a plus de la contrainte innovante, il faut investir dans des sociétés qui sont investies dans 4 régions limitrophes. Alors, il y a eu une exception, c'est la Corse, qui était limitrophe d'aucune autre région, et qui a bénéficié d'un statut totalement particulier. Aujourd'hui, c'est moins différenciant, puisque la réduction d'impôt est de 30%, mais c'est quand même 30%, alors qu'on est à 25% pour les FIP et FCPI du continent. Et vous proposez un FIP Corse? Bien sûr, on propose un FIP Corse. On a même été les premiers à les proposer dès leur création en 2007, de mémoire, oui, 2007. Et il s'est avéré, alors que tout le monde nous disait que ça va être un naufrage, etc., eh bien non, les FIP Corse ont été réellement, alors il est vrai qu'à l'origine c'était 50% de réduction d'impôt, mais ça reste une bonne performance. Très peu de FIP Corse, alors ils ont tous été positifs, réduction d'impôt incluse, mais hors réduction d'impôt, ce que disait Maxime tout à l'heure, allez, on va dire 8 FIP Corse sur 10 sont sortis en plus-value. Alors pour finir, vous nous dites aussi qu'on peut allier transition énergétique et défiscalisation avec les GFI, vous nous expliquez? Alors, oui, l'autre domaine, les GFI, donc les groupements forestiers d'investissement, où là, l'idée, c'est d'investir non plus sur des PME, mais sur des actifs tangibles. Et il est vrai que la forêt, ça parle à tout le monde, hein, ça parle à chacun. Alors, on ira couper du bois pour nous réchauffer. Oui, aujourd'hui, je crois qu'il y a même pénurie. Hein. Oui. Bon, et la forêt, pendant très longtemps, était inaccessible. C'était réservé aux très, très grandes fortunes. Donc, aujourd'hui, la forêt est accessible. Alors, il y a même une mode, on va dire, sur la forêt, parce que c'est vrai que c'est un actif tangible, et qui bénéficie d'une réduction d'impôt de 25%. Donc 25%, c'est significatif. Le rendement d'une forêt, il n'est pas énorme, parce qu'en général, c'est les coupes de bois, ça peut être les droits de chasse. C'est de l'ordre de 1 à 2%. Mais il y a aussi, on peut compter sur une plus-value, c'est-à-dire une indexation de l'ordre, pareil, de 2% par an. Très bien. Et ça, il est encore temps de faire? Il est encore temps de le faire, bien sûr, jusqu'au 31 décembre. Petite cerise sur le gâteau, dans le cadre de la loi Monichon, il y a une exonération de droits de succession à hauteur de 75%
Bah, c'est important. des montants D'ailleurs, investis. Alors, c'est les montants investis par le fonds dans la forêt. C'est-à-dire, si vous avez un fonds qui est investi à 80%, bah, c'est 75% des 80% investis en forêt. Mais c'est quand même Et c'est quoi le ticket d'entrée pour les GFI Le ticket d'entrée aujourd'hui est à, je crois, 5 000 €. Donc c'est vraiment accessible. accessible. Donc vous nous dites FCPI, vous nous dites FIP Corse, vous nous dites GFI, vous entendez, hein, il y a encore pas mal de produits. On a parlé évidemment du PER. Et maintenant, on va passer à la séquence qui est devenue culte et virale sur les réseaux sociaux. Coup de gueule ou bon tuyau. Adeline, coup de gueule ou bon tuyau? Moi, c'est un petit coup de gueule, effectivement, parce que vous-même, vous ne saviez pas que la prime Rénov existait. Et Ouais, que ça moi, je ne suis pas une référence. Voilà. J'ai toujours un métro de retard. Donc, effectivement, cette prime, aujourd'hui, elle est assez méconnue et surtout, elle est difficile à estimer. C'est-à-dire que quand on a un besoin de rénovation énergétique, et c'est vraiment dans l'air du temps, aujourd'hui, les gens veulent optimiser leur logement, finalement, c'est assez compliqué dans le méandre de s'y retrouver. Donc, en fait, juste pour compléter le coup de gueule qui donc, est un peu atténué, il y a un site qui s'appelle SimulAid, où vous pouvez effectivement rentrer toutes les données de votre logement et ce que vous voulez faire. Et ça vous donne le montant des travaux et la prime que vous pouvez obtenir. Voilà. Donc ça vous avez fait le coup de gueule et le bon tuyau en même temps. Voilà. Quelle force. Stéphane, coup de gueule ou bon tuyau? Un petit coup de gueule, Allez. juste pour mettre, on l'a évoqué, donc je vais faire vite, mais c'est un sport national en France de chercher à défiscaliser et parfois on fait des erreurs. Il faut avoir du bon sens. Lorsqu'on investit dans un placement, il faut faire comme s'il n'y a pas de défiscalisation, surtout dans l'immobilier. Acheter un bien qui vous ferait envie hors défiscalisation et après, s'il y a de défiscalisation, tant mieux. Attention également aux montages juridiques qui vous font espérer payer moins d'impôts, notamment les sociétés civiles, qui sont des montages coûteux, complexes. Il faut bien les comprendre, il faut être bien accompagné. Et puis souvent, c'est des SC dites transparentes fiscalement. Donc en fait, une SC vous sert à faire du report d'imposition. Je ne paye pas maintenant, pas de la mais défiscalisation, on passe c'est juste toujours du par la case impôt. Donc vous dites ce que dit Eric, c'est-à-dire essayez de comprendre ce dans quoi vous investissez. Complètement. C'est la clé. Maxime, votre coup de gueule ou bon tuyau? Alors moi, Je suis sûr que c'est c'est un coup de gueule. Non, pas du tout. Ah, non. C'est Noël. C'est bientôt alors là, Noël. on nous l'a Je suis changé. généreux. J'avais envie de faire un petit cadeau, donc les bons tuyaux, un bon tuyau. Vous avez jusqu'au 14 décembre pour modifier votre déclaration d'impôt de l'année dernière. Et il y a notamment 5 cases que les gens oublient très souvent. Donc je vais vous les citer rapidement, puisque ça va aller vite. Les dons aux associations, c'est 75 ou 66% de déduction d'impôts. Et il y a 2,2 milliards d'euros qui sont oubliés chaque année dans les déclarations. C'est quand même un peu dommage. Les cotisations aux partis politiques ou aux syndicats. Les frais des collégiens, lycéens ou étudiants, vous pouvez gagner 100 € par enfant scolarisé. C'est dommage de ne pas les déclarer. Et puis enfin, les frais pour la dépendance d'un proche. Là, ça va. En moyenne, c'est 1 100 € qui peuvent être économisés et que beaucoup de gens oublient. Vous avez joué le Père Noël. Voilà. Éric Giraud, coup de gueule ou bon coup de gueule et bon tuyau. C'est la mode maintenant. C'est les deux à la fois, puisque encore une fois, dans le domaine de la défiscalisation, notamment, tous les produits se ressemblent. Si on prend... Tout à l'heure, j'évoquais les FCPI, FIP, etc., qui se ressemblent tous. Le texte de loi qui régit ces fonds est le même pour tous. En revanche, les textes existent depuis 1997, donc ça fait maintenant plus de pratiquement 25 ans. On a de l'antériorité pour juger des bons et des mauvais. Les mauvais, en général, on ne les retrouve plus. Mais il faut être très sélectif. Et encore une fois, tant qu'à investir, il faut diversifier. Vous mettez 12 000 €, c'est ridicule de mettre 12 000 € sur un seul gestionnaire. Prenez-en 3. D'accord, ça c'est très important. Il faut diversifier. Personne n'a la vérité. Moi, je ne peux pas vous dire quel sera le meilleur dans 5 ans, parce qu'il y a une durée de détention minimale de 5 ans. Donc, plutôt que d'investir sur un seul gérant, prenez-en plusieurs. Voilà, c'est terminé. Faites vite donc. Là, vous avez eu plein d'idées, là. Il faut y aller. Faites vite pour réduire vos impôts. Il vous reste que quelques jours. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et les 9 autres émissions de l'année sur YouTube, sur la chaîne Meilleur Taux. Merci à tous nos experts. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année et des bonnes vacances.